Bonjour, je m'appelle Camille Nicole et je viens de terminer ma maîtrise en communication, concentration, études médiatiques. Je suis une fan d'Harry Potter. J'ai lu et visionné tout ce que je pouvais sur le sujet. Par contre, je ne me considérerais pas particulièrement comme une fan active. La communauté de fans d'Harry Potter m'a toujours fascinée, et surtout leur capacité à prendre du temps et des compétences pour produire du contenu sur un univers que ces personnes aiment. C'est pourquoi ce type de consommatrices et de consommateurs ont inspiré le sujet de mon mémoire de maîtrise que je vais vous présenter maintenant. Comme on peut le voir particulièrement dans le contenu que vous êtes en train de regarder en ce moment, les technologies numériques ont influencé la manière de produire du contenu et de le consommer. Désormais, les publics sont multitâches et dispersés. Susciter et garder l'intérêt du public est devenu un enjeu de taille pour les industries culturelles. Développer des stratégies narratives comme le transmedia storytelling est une manière de s'adapter à ce contenu médiatique en évolution. Conceptualisé en 2006 par Henry Jenkins, le transmedia storytelling consiste à développer une histoire sur plusieurs plateformes médiatiques. Elizabeth Evans ajoute la notion d'univers. Ceci implique la construction d'un univers qui a ses propres caractéristiques. L'objectif est simple, c'est de créer un investissement sur le long terme du public. Au final, on peut voir que les productions qui réussissent à garder l'intérêt du public développent une communauté de fans autour d'elles. Le terme fan a émergé au 19e siècle. On les a d'abord associés aux équipes sportives que ces personnes aiment. Ensuite, dans les années 1970, le terme fan a été associé à la culture populaire, notamment avec le succès de la série Star Trek. À ce moment-là, le mot fan revêt un caractère plutôt péjoratif. C'est dans les années 1990 que les communautés de fans attirent le regard des chercheuses et des chercheurs. Les fan studies sont alors un nouveau champ de recherche. On étudie les comportements et les pratiques des fans. Moi, je me suis particulièrement intéressée aux pratiques créatives des fans. Comme Fanny Barnabé le décrit, les fanfictions sont des récits fictionnels écrits par des fans qui s'inspirent d'œuvres préexistantes. Certaines d'entre elles ont pour objectif de remplir des espaces blancs. Des espaces blancs, ce sont ce que Umberto appelle des vides narratifs laissés dans le canon. Dans cette recherche, j'ai choisi d'étudier l'univers d'Harry Potter. C'est un univers qui est souvent mentionné comme exemple dans le transmedia storytelling puisqu'il est composé d'une série de livres, de films, d'une pièce de théâtre, de nouvelles sur Internet ou encore de jeux vidéo. Harry Potter est également entouré d'une communauté de fans qui est particulièrement reconnue pour être productive en termes de fanfiction. Le site internet fanfiction.net recense d'ailleurs près de 650 000 fanfictions d'Harry Potter. Au cours de cette recherche, je souhaite mieux comprendre comment les fans s'approprient une production culturelle pour en produire eux-mêmes du contenu. Ainsi, la question de recherche qui a guidé mon mémoire est la suivante. En quoi les fanfictions participent-elles à la co-création des univers transmédiatiques? Ce projet prend ses racines dans les études culturelles, et plus particulièrement les fan studies. Alors que j'essaye de mieux comprendre comment les fans s'approprient le contenu, je me suis concentrée sur les théories de la réception qui sont un champ important des études culturelles. Néanmoins, j'ai eu besoin de l'apport des études littéraires pour mieux comprendre en profondeur le processus de réception. J'ai alors utilisé des auteurs comme Umberto Eco, Gérard Genette ou encore Richard Saint-Gelais. Parmi les concepts que j'ai utilisés, il y a bien entendu la co-création. Dans le cadre des productions culturelles, il s'agit d'un processus dans lequel les fans s'approprient un contenu et en modifient ou amplifient le sens d'une manière que les auteurs ou les autrices ne l'ont pas prévu. Pour répondre à notre question de recherche, j'ai utilisé une démarche qualitative inductive. J'ai également utilisé une approche sémiotique et plus particulièrement socio-sémiotique. Dans le cadre d'un univers transmédiatique avec une narration complexe, cela nous semblait le plus pertinent. Parlons maintenant des deux courts-métrages de notre corpus. La première est une fanfiction française publiée en 2016 qui s'appelle « Le Maître de la Mort ». Avec ses 2 millions de visionnements, le groupe de créateurs, le Potter Show, a définitivement attiré l'attention. Dans cette histoire, nous suivons les traces de Tom Jedusor, de sa naissance jusqu'au meurtre des parents d'Harry Potter. On nous y raconte les étapes qui ont mené à la création des Horcruxes et au développement de son idéologie eugéniste. Ensuite, nous avons Voldemort, Origins of the Year, publié en 2018. Cette production italienne réunit 16 millions de visionnements sur YouTube. Dans cette histoire éclatée, nous suivons le témoignage de Grisha McLachlan qui nous raconte l'histoire de son ami Tom Jedusor. Au travers d'Analepse, on voit alors comment évolue ce personnage de son passage à Poudlard à ses premiers meurtres. Ces fanfictions ont quelque chose en commun. Elles racontent toutes les deux le passé de Tom Jedusor, plus connu sous le nom de Voldemort. Même si on connaît son passé dans le canon, on en connaît juste des passages, et c'est justement ce que voulaient explorer les deux productions.
J'ai alors effectué une analyse sémiotique des courts-métrages de mon corpus. Je suis allée étudier en profondeur les scènes, les plans et leur composition. À l'aide d'une grille d'analyse, j'ai pu faire ressortir différents signes qui permettent de renvoyer les fanfictions à l'univers, voire de le co-créer. Au final, malgré les différences narratives apparentes des deux fanfictions, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de similitudes dans les interprétations qu'elles proposent et dans les signes qu'elles présentent. Les deux fanfictions regorgent d'indices et de symboles qui permettent de les ancrer dans l'univers. Cet ancrage se décline sous 3 aspects. Il y a d'abord un ancrage temporel. La reprise d'événements ou de personnages permet d'identifier les fanfictions sur la ligne temporelle de l'univers. Il y a ensuite un ancrage spatial, qui consiste à reprendre des lieux qui sont connus de l'univers, comme Poudlard par exemple. Enfin, il y a un ancrage culturel. Comme n'importe quelle société, le monde magique a ses propres codes et ses propres normes. En reprenant ces codes, les fanfictions permettent d'identifier leurs histoires au sein de la culture de ce monde magique. Ces 3 aspects sont d'autant plus marquants que les fanfictions ont misé sur la fidélité, en reprenant des accessoires et des décors tels qu'on peut les voir dans les adaptations cinématographiques de la saga Harry Potter. Même si ces fanfictions ont déployé tous les efforts possibles pour s'ancrer dans l'univers, peut-on réellement dire qu'elles participent à sa co-création? D'une part, les fanfictions de notre corpus ont proposé des histoires qui permettent de compléter les espaces blancs narratifs concernant la jeunesse de Tom Jedusor. Elles ont inventé des événements ou interprété des passages mentionnés dans le canon. On peut alors dire qu'il y a une sorte de création de sens. Toutefois, on a pu remarquer que les interprétations sont semblables. De fait, J.K. Rowling, dans la construction même de son récit, influence les interprétations que l'on a pu retrouver dans les fanfictions de notre corpus. Cet élément fait réfléchir sur la notion de co-création. En plus d'être influencés narrativement, les fans ont dû être confrontés aux ayants droit de l'univers, c'est-à-dire Warner Bros. Pictures. L'entreprise américaine est reconnue pour avoir une attitude assez autoritaire vis-à-vis des fanfictions. Dans le cas des 2 de notre corpus, l'entreprise a entamé des démarches légales pour, par exemple, faire fermer leur plateforme de sociofinancement. À l'issue de cette recherche, les contours de la co-création me semblent donc être à redéfinir. On a pu remarquer qu'il existe un contrôle narratif de la part de l'autrice et également légal de la part des ayants droit, ce qui remet en cause le potentiel co-créatif de l'univers. On peut aussi noter que la communauté de fans d'Harry Potter est la plus productive en termes de fanfiction et que ces freins ne semblent pas les arrêter et arrêter leur créativité. Par conséquent, cette recherche nous a montré qu'il était pertinent de confronter cette notion à d'autres études de cas, d'autres univers transmédiatiques, pour mieux en définir les contours de la co-création. Voici en quelques minutes le résumé du mémoire de recherche que j'ai effectué dans le cadre de la maîtrise en communication, études médiatiques à l'UQAM. Merci de m'avoir écouté.